J'entame cette nouvelle et autre rencontre par ouvrir une petite parenthèse. Hegel, le philosophe allemand, disait que la philosophie, c'est s'entendre dans la pensée. Ça veut dire ramasser dans la pensée. Hegel ajoutait que la philosophie, c'est aussi l'intelligence de ce qui est. Ça veut dire la compréhension du monde, des contextualisations, des conditionnements dans lesquels nous y baignons. Je ferme la petite parenthèse. Ces lignes sont extraites des cours de philosophie initiés par le philosophe Luc Ferry, à qui j'ai beaucoup d'estime, de respect, même si je ne partage pas totalement ses critiques, ses analyses, ses traitements des questions, des problématiques d'ordre philosophique et surtout politique. Ses pairs lui reconnaissent l'audace, le courage de tracer une autre ligne, une autre voie de faire la philosophie aujourd'hui et qui prône la méthode de la compréhension du monde à partir du temps présent. Ça veut dire du temps de la mondialisation libérale. Ses terrains, ses règles de jeu, ses enjeux, ses acteurs, ses dynamiques, ses tendances, ses institutions. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à vous, non pas pour vous endoctriner, mais pour susciter des réflexions, pour soulever quelques grandes interrogations, et si c'est nécessaire, pour éveiller les intelligences, les consciences, pour motiver les volontés, les courages, les audaces de ceux et celles qui ont les structures mentales dans le présent pour réagir et agir autour des problèmes, des problématiques qui agacent, qui tourmentent, qui préoccupent tous les peuples du monde, de l'Est à l'Ouest comme du Nord au Sud, et qui les mettent dans des perplexités inouïes. Vous n'êtes pas obligé de partager mes idées, mes réflexions. En revanche, vous pouvez mettre en commun les choses accessibles et transmissibles que chacun peut et doit approprier, incarner. Explicitement, j'essaie de ma part de réfléchir, de penser, de repenser, de comprendre, d'expliquer les grandes dynamiques, les tendances majeures qui érigent les processus, les aventures démocratiques et développementales des Homo sapiens. Et c'est à chacun d'émettre sa propre part, car nous sommes tous amenés à la vérité qu'on nous sommes prêts à recevoir et à donner, à accepter et à refuser, parce que aussi le vide de l'information conduit à la manipulation, à l'infiltration, à l'influence, au façonnement, et les facilite. Depuis les années 70 du XXe siècle, le siècle passé à nos jours, le monde a connu des mutations, des transformations, des changements, des bouleversements, des basculements, des bousculements, des variations majeures, et qui sont encore en cours d'évolution, de recomposition, de restructuration sur tous les plans, tant idéologiques, politiques, démocratiques, économiques, sociaux que culturels, identitaires, sanitaires, climatiques, écologiques, scientifiques, technologiques, environnementaux. Ceux-ci vont durer au moins le long de la première moitié du XXIe siècle, avant que le décor soit planté de ce qui sera la deuxième moitié du XXIe et début XXIIe siècle. Le philosophe, l'historien, l'économiste, le sociologue, le chercheur, l'essayiste et bien d'autres sont appelés à décrire, à décrypter, à décortiquer, à déchiffrer, à décoder, chacun à partir de son angle de vue, de critique, d'analyse, de traitement, les mystères, les énigmes, les évidences, les tendances, les errances, les dynamiques,
les inerties, les progrès, les stagnations qui structurent les processus démocratiques et développementaux et à tracer les voies qui conduisent à des compréhensions potentielles des jeux, des enjeux des paris du XXIe siècle et qui facilitent les assimilations, les appréhensions, les appropriations, les incarnations de nouveaux sens et paradigmes, de nouvelles visions, méthodes, approches, des mécanismes, des outils, des moyens, des objectifs adéquats, fiables, viables et humbles, pour réinventer les démocraties, pour faire les territoires autrement. J'aborde dans mon propos un thème difficile, chargé de beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes, d'une foultitude de marasmes, celui de démocratie-territoire vers de nouvelles connexions, vers des symbioses, dans lequel je tente de répondre à une question véritable subsistentielle. Le changement de paradigme démocratique développemental est-il tenable, vendable dans les contextualisations, les conditionnements actuels dans lesquels évolue l'ultralibéralisme, le supercapitalisme? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, j'essaie de comprendre, d'expliquer les contextes globaux qui définissent, qui déterminent les grandes évolutions qui transcendent les sphères démocratiques et développementales depuis plus d'un demi-siècle. Et dans un deuxième temps, j'apporte quelques éléments de réponse, quelques idées dans une vision, méthode, approche d'apprentissage, d'échange, de partage collectif, tout en affirmant que personne n'a ni de leçons à donner au peuple du monde, n'a ni de recettes miraculeuses à prescrire pour réinventer et les démocraties et les territoires. En revanche, j'ai la pleine conviction que la démocratie et le développement sont les héritages sociopolitiques, socio-économiques, socio-culturels de l'humanité les plus recherchés, les plus partagés, et ne concernent ni une seule civilisation, ni une seule religion, ni une seule spiritualité, ni une seule culture, mais ça enchante toute l'humanité et ça fait la fierté de chaque peuple. Ces héritages sont des enchantés violentés et ces vices, sous les poids des changements majeurs qui touchent au fond à toutes les structures, à toutes les institutions liées à toutes les sphères sociales et sociétales, à toutes les valeurs du libéralisme, du capitalisme, à l'heure de la mondialisation libérale déviante, dérivante, déroutante, de la troisième révolution industrielle inappropriée, inadaptée, qui échappe aux processus managériaux, entrepreneuriaux, organisationnels des territoires, du boom technologique inédit, des applications démesurées, insignifiantes des sciences, des technologies, en particulier les infotech, les biotech, les génies génétiques, qui débordent d'ores et déjà sur des dérapages, des dépassements indéniables, inacceptables, touchant à l'espèce humaine, au genre humain, en l'occurrence sur un transhumanisme radical. Des exploits scientifiques, technologiques, rapides et sans précédent exercent des pouvoirs excessifs sur les processus de l'aventure des Homo sapiens vers les accomplissements des missions qui leur sont confiées et parmi celles-ci de faire de la Terre, de l'univers connu, un espace de centre-vivre qui est l'essence même de l'existence. Les raisons, les passions, les rêves, les attentes, les aspirations, les conjonctures, les aléas, les risques, les frustrations, les peurs, les psychoses qui structurent les imaginaires collectifs, les métaphysiques reflétant l'ordre cosmique établi propre à chaque civilisation, les systèmes de croyances religieuses et laïques propres à chaque peuple, les variations, les dynamiques majeures qui façonnent les structures, les institutions sociales et sociétales doivent être prises en compte et doivent servir de matrice des réflexions, des pensées autour des processus démocratiques et développementaux.
Je m'explicite. Les quêtes des réalisations, des consolidations de ces héritages ne doivent et ne peuvent être qu'originales, propres à chaque pays, à chaque peuple, selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels. Dans le cadre de ces institutions nationales démocratiques, ces pactes sociaux, économiques, politiques, consensuels, ses richesses, ses capacités, ses moyens, ses compétences. Je vous invite à explorer, à prospecter ensemble les arcanes, les rouillages, les itinéraires et de la démocratie et du développement. Dans mon propos, je favorise l'ouverture sur ces deux univers qui font au fait un seul par essence. Ils vont de pair. L'altération de l'un conduit à l'altération de l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ils sont les deux faces de la même monnaie, conçue, façonnée, visualisée au moins depuis le XVIIIe siècle en Europe de l'Ouest, puis en Occident et plus tard au reste du monde, avec beaucoup de réticence, de résistance. Mon objectif n'est pas de vous proposer un exposé exhaustif, mais plutôt de vous offrir des éclairages, des lumières, des éclaircissements, de vous orienter vers des pistes qui vous permettent premièrement d'accéder avec facilité et fluidité à des compréhensions essentielles et potentielles des jeux, des enjeux qui vont dominer le XXIe siècle, qui sera démocratique, développemental, on ne sera pas. Et deuxièmement, d'assimiler, d'appréhender, d'approprier, d'incarner de nouveaux paradigmes, de nouvelles visions, méthodes, approches, de concevoir les démocraties, les territoires, et de les faire autrement. Les jeux, les enjeux du XXIe siècle portent globalement sur les redéfinitions, les redéterminations des relations des Homo sapiens à eux-mêmes, à la métaphysique, à la politique, à la démocratie, à l'économie, à la finance, à la monnaie, à la culture, à la nature, à l'art, à la science, à la technologie. Ce qui implique de véritables révolutions autour de trois ancrages nécessaires et vitaux. Ceci passe essentiellement par s'investir largement et ardemment dans des nouvelles logiques qui mènent à développer, à faire évoluer, à faire progresser les intelligences, les consciences, les esprits des Homo sapiens afin de mieux s'armer de mécanismes, d'outils, de moyens, d'éléments qui leur permettent d'entamer un long processus de changement de paradigme démocratique, développementaux, dans la sérénité, la convivialité, la responsabilité, la solidarité, la mutualité, la générosité, la reconnaissance, la persévérance, l'empathie, la compassion, le respect et j'en passe. En tant cette fois-ci qu'acteur actif, dynamique, animateur de développement, sujet politique et non seulement sujet électoral, et qui se trouve au cœur des grandes décisions à l'échelle locale et globale, est au centre des grandes dynamiques, imitations auxquelles les territoires du monde sont confrontés. Les acteurs classiques, qui sont les États, les gouvernements, les acteurs territoriaux de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles, privées et l'ensemble des populations des habitants de chaque territoire n'ont pas le choix que de combiner, de converger, de s'allier avec les nouveaux acteurs qui émergent, qui occupent, qui façonnent les espaces publics et privés, qui contestent aux acteurs classiques les pouvoirs, voire même les leur confisquer, qui imposent de nouvelles emprises et dictatures qui ne ressemblent guère aux emprises, aux dictatures du XXe et début XXIe siècle. Ces nouveaux acteurs ne sont que les territoires qui acquièrent le statut d'acteurs à part entière en leur qualité d'entrepreneurs suite à la concurrence mondiale interterritoire, et les algorithmes qui prennent la posture d'acteurs à part entière
en leur qualité de manager, de régulateur, d'organisateur dans le cadre de l'acharnement géopolitique des algorithmes. D'ores et déjà, ces acteurs exercent la manipulation, l'influence, l'infiltration, le façonnement sur les postures, les positions, les pouvoirs, les volontés, les choix, les actes individuels, sur les décisions politiques, économiques, financières, démocratiques, sur les intelligences émotionnelles, sociales, collectives, sur les actions, les initiatives territoriales et publiques. Les Homo sapiens sont appelés plus que jamais à mener des combats rudes et féroces contre tous les parasitages, les virus contaminants, les cancers qui se propagent cruellement, qui affectent, qui affaiblissent et le corps démocratique et le corps développemental. Pour y parvenir, de prime abord, ils doivent et peuvent tenter quelque chose pour sauver la démocratie et le développement grièvement malade, car leur sauvegarde, leur préservation et leur survie sont une vitalité absolue pour mieux tenir les gouvernails, pour mieux conduire les processus des aventures des Homo sapiens, pour donner de nouveaux sens à leur vie, à leur bien-être, à leur liberté, à leur bonheur. Avant que je rentre dans le vif de mon sujet, je voudrais vous proposer une brève histoire des postures, des formes de la démocratie à travers les temps, les ères, depuis l'Antiquité à nos jours. Cependant, la méthodologie m'oblige à en être très court et très précis. La première tentation d'initier les populations, les habitants d'un territoire à la vie publique et politique sur les bases juridiques et morales écrites, définies, déterminées, émergea en Mésopotamie, le berceau des premières civilisations humaines, sumériennes, achuriennes, akkadiennes, amorites, précisément en Irak d'aujourd'hui, dont l'étymologie fut dérivée du nom de la ville du roi Galgamèche, Uruk. Galgamèche fut un personnage réel, connu par son épopée. Et c'est à lui que remonta la naissance de la pensée philosophique. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire les cours de philosophie de Luc Ferré, qui raconte et explique d'une manière extraordinaire cette épopée, qui est d'ailleurs méconnue dans les milieux universitaires occidentaux. Pour la première fois dans l'histoire des Homo sapiens, les rapports sociaux, économiques, politiques furent gérés par des lois, des règles écrites, qui constituèrent le premier code juridique écrit. Le roi amorite, Hammurabi, roi du royaume de Babylone, fut le premier des Homo sapiens à mettre en exergue un mode d'organisation sociale de son territoire, sur des normes, des références écrites, reflétant l'imaginaire collectif et la métaphysique babylonienne en harmonie avec l'ordre cosmique établi. La Grèce antique assuma la relève de la gouvernance de la cité, mais cette fois-ci en tant que mécanisme politico-social de l'organisation des territoires sur des bases démocratiques, d'une manière méthodique et systématique, qui octroya pour la première fois dans l'histoire aux démos, peuples, les possibilités réelles et effectives de participer à la vie politique et démocratique de la cité, suivant un ordre des schémas reflétant la cosmologie grecque ancienne et selon l'imaginaire métaphysique politique qui transcenda le vivre ensemble dans la cité grecque. La démocratie d'Athènes fut aristocratique. Une frange de 10% de la population participa à la vie politique et démocratique de la cité. Rome connaissa une démocratie oligarchique. Les riches participèrent aux élections, au vote, dominèrent le champ politique, sans laisser aux pauvres les possibilités d'intégrer la vie politique et démocratique.
Le Moyen-Âge européen fut une longue période d'éclipse de l'exercice démocratique pour laisser à l'obscurantisme, à l'ignorance, à l'intolérance de l'emporter au détriment de la clairvoyance politique et démocratique mesurée et relativisée de la cité grecque. Puis vint les temps de la Renaissance européenne pour renouer avec l'héritage démocratique grec. Une littérature riche et féconde occupa les espaces philosophiques, culturels, intellectuels de l'Europe de l'Ouest principalement. Force est de constater que les retrouvailles de cette partie du monde avec l'héritage philosophique en général et démocratique en particulier de la Grèce antique ne furent possibles que grâce aux philosophes musulmans, pour ne pas citer que Ibn Rushd, Averroès, Ibn Sina, Avicenne. Leurs œuvres philosophiques furent traduites, étudiées, enseignées dans les universités andalouses, en Espagne, et qui interprètent la pensée philosophique de Platon et de son disciple Aristote, ce qui permetta aux Européens des prises de contact effectives avec la philosophie et en l'occurrence avec la pensée politique et démocratique du monde grec. Et ce ne fut que temps des Lumières et modernes que les questions, les interrogations politiques démocratiques majeures connaissèrent dans les milieux universitaires, philosophiques, intellectuels et bourgeois des débats houleux, mais aussi fructueux, autour des notions comme l'État, la nation, les sources du pouvoir, les droits, la souveraineté, la représentativité politique, les élections, le vote, le pluralisme, la vie parlementaire. Bref, cette époque connaissa une littérature politique et démocratique riche et propice, entretenue par une pléiade de philosophes de la pensée politique de renommée universelle, dont les noms sont aujourd'hui familiers à toute l'humanité: Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hobbes, Locke. Ce grand succès de la pensée politique et démocratique fut couronné par deux grandes révolutions, la Révolution américaine 1775 et la Révolution française 1789, qui furent survenues et parvenues à renverser les héritages politiques du Moyen Âge et de la Renaissance, et instaurer de nouvelles structures et institutions démocratiques dans le monde occidental, et faire émerger les démocraties parlementaires sur des bases constitutionnelles. Avec l'avènement de l'ère contemporaine, fin 19e, début 20e siècle, la vie démocratique était violentée, aliénée, transgressée par le bouillonnement idéologique, par tout genre de crises politiques, économiques, financières, sociales, culturelles, identitaires, par les conflits armés, notamment les deux grandes guerres mondiales. Malgré cette foultitude de craintes, d'incertitudes, d'inquiétudes, de marasme, les démocraties libérales se sont consolidées, les 30 glorieuses étaient favorables à leur épanouissement, à leur émancipation. Les années 90 du XXe siècle ont marqué un tournant historique concernant le rayonnement de la démocratie libérale. Après l'effondrement du communisme, cependant, le crédit du chantre du triomphe de la démocratie libérale est vite mis en doute et à l'épreuve, sous les coups durs et brétaux qu'elle subit, qu'elle la dépouille d'une manière significative du sens. L'époque contemporaine a connu l'émergence d'autres formes et postures de la démocratie. Ainsi, les démocraties autocratiques, totalitaires, théocratiques, ethniques, communautaires, directes, ont occupé les devants des scènes, ce qui a fait de la démocratie un arc-en-ciel, que chaque pays choisit la couleur qui lui convient, sous l'impulsion de plusieurs facteurs culturels, historiques, civilisationnels, idéologiques, événementiels,
tantôt prévisible, explicite, tantôt imprévisible, implicite. De nos jours, et à très forte raison, on assiste à l'ascension des démocraties néo-autoritaires, appelées aussi populisme. Cette évolution va de soi avec les mutations profondes du libéralisme politique, du capitalisme économique, qui touchent au fond les modes d'organisation des sociétés et les valeurs qu'elles incarnent, comme la liberté, le libre arbitre, l'égalité, le progrès, et qui font, avec d'autres notions et principes, la matrice de la pensée libérale et qui conçoit, conceptualise le process intellectuel des libéraux. Après ce petit détour dans les itinéraires des postures que prennent les démocraties à travers les temps et les ères, une petite synthèse s'impose. Force est de constater que l'aventure démocratique depuis l'Antiquité à nos jours se caractérise par des hauts et des bas, par des moments de montée spectaculaire et des descentes en catastrophe. Cela s'explique par le fait que la démocratie en tant que mécanisme politique de l'organisation sociale est souvent transcendée, infiltrée, influencée par les cours des évolutions. Elle manifeste et reflète les dynamismes, les dynamiques, les tendances, les variations idéologiques, politiques, économiques, culturelles, sociales, identitaires, sanitaires, technologiques, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Aujourd'hui, trois cavaliers, la finance, le marché, l'algorithme, incarnent tous les péchés de l'ultralibéralisme, du supercapitalisme, de la mondialisation libérale, chevauchent sur la terre et la dévastent. Ces trois cavaliers sont les précurseurs de la nouvelle religion qui tisse tout un système de croyances qui se fonde sur la soumission, la servitude, l'esclavage, l'aliénation, l'exploitation, l'altération, la violence, l'abomination, sous des formes nouvelles et renouvelées. Ces cavaliers sont pointés du doigt en leur qualité de responsables des déréglementations, des dysfonctionnements, des marasmes généralisés qui transcendent, transgressent et les démocraties et les développements et qui touchent profondément à leur paradigme, fondement, structure, institution. Il est de fait incontestable que les états des lieux des démocraties à l'échelle mondiale sont lamentables, déplorables et représentent des réelles effrayances, frustrations, peurs, psychoses, et pour les pays aux vieilles traditions démocratiques, l'Occident en général plus le Japon, et pour les pays qui ont intégré le club des démocraties libérales récemment après l'effondrement du communisme et la mort de l'Union soviétique, notamment l'Europe de l'Est, les pays d'Amérique latine, une partie d'Asie et d'Afrique, et qui peuvent à tout moment basculer vers le néo-autoritarisme pour l'Occident et vers les échecs inévitables des ouvertures démocratiques partielles entreprises par plus de 170 pays en voie de développement depuis les années 90 du XXe siècle. Les 30 péteuses viennent de commencer. Il est fort probable qu'ils seront défavorables à la démocratie et au développement, dont les machines seront certainement grippées, rouillées et pourront tomber en panne. En revanche, cela permet davantage de remettre les pendules à l'heure de leur réinvention sur les bases des acceptations, au fond, d'entamer un lent processus de nouveaux épisodes complexes et pas du tout compliqués, et de supporter les charges lourdes afin que la démocratie, le développement renaissent de leurs cendres, en posture plus adaptée au contexte, aux conditions dans lesquelles le monde baigne. Le regain d'intérêt pour la démocratie, pour le développement, ne s'arrêtera pas, fort probable, le long du XXIe siècle, mais sous des postures, des formes autres que celles d'aujourd'hui.
et selon de nouveaux paradigmes, de nouvelles visions, méthodes, approches. A fortiori, il est vital, primordial, impératif de donner à la démocratie, au développement de nouveaux sens. Bâtir, rebâtir, construire, reconstruire, fonder, refonder les édifices politico-sociaux, socio-économiques, socio-culturels des sociétés du XXIe siècle qui sont en quête de réaliser, de consolider leurs intégrations passe essentiellement et par les déconstructions des idoles et par les refoulements des illusions qui prennent les statuts de vérités absolues et par les acceptations au fond que le récit libéral perd beaucoup de son emprise, de son éclat, qu'il n'y a pas de démocratie de développement sans les consolidations des libertés fondamentales, sans les justices sociales, spatiales, fiscales, environnementales, climatiques, technologiques, et sans l'éthique, l'équité, et par aussi les reconstructions de nouvelles vérités, réalités, confiance, débordant sur de nouveaux sens qu'il faudrait donner au mythe fondateur et du récit libéral, et de récit démocratique, et de récit développemental, qui forment ensemble le mythe fondateur de la civilisation contemporaine. Explicitement, les démocraties, les développements connaissent leurs périodes les plus propices, les plus fécondes, les plus fructueuses, dans l'enceinte, dans l'embrassement de l'État-nation et souverain, de l'État-providence et social, qui les entretiennent, qui les enrichissent, qui l'en font rayonner. Ces aimables et chaleureux saints s'avèrent, sans avertir, une étreinte injuste, incapable, infirme de continuer, d'assurer les nourrissements et du corps démocratique et du corps développemental et de la relation des peuple grâce au pouvoir, sous les effets pervers de la mondialisation libérale, économique, financière, qui continue à dépouiller les structures, les institutions de l'État-providence, de l'État social, de toute marge de manœuvre politique qui constitue ces sources de légitimité, de l'égalité. D'ores et déjà, les deux circuits, démocratie-développement, ne lèvent pratiquement plus grande chose et sont mis à mal et par la mondialisation libérale financière dont le marché, le capital sont les deux facteurs déterminants et par les crises multidimensionnelles qui perdurent auxquelles les territoires du monde sont confrontés et par les retombées de la troisième révolution industrielle qui sont de l'ordre de trois. 1. L'intelligence artificielle, notamment le numérique, les nanotechnologies, l'Internet des objets. 2. L'économie collaborative, dite du partage. 3. Les biotechnologies, notamment le transhumanisme, et qui nous submerge davantage, dans laquelle nous y baignons déjà, et dont les retombées ont des impacts énormes sur toutes les structures, toutes les institutions, y compris démocratiques et développementales. Par conséquent, la démocratie s'y trouvait infectée grièvement, affaiblie cruellement. Elle est gangrenée, verrouillée, infiltrée par l'argent, les lobbies, les groupes de pression, les centres d'intérêt économiques, financiers, politiques. Elle est transcendée, transgressée par les ingérences cybernétiques, électorales, par les pratiques mafieuses qui accréditent les uns et discréditent les autres, par les idéologies de la peur, de la haine, de la suprématie. Elle souffre des dysfonctionnements, des déréglementations, des règles de jeu, de conduite, de comportement démocratique et reste inachevée structurellement. Les déprises, les stress de la démocratie, du développement ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours existé et caractérisent le parcours de l'aventure de l'humanité, en particulier celle des Occidentaux, la fin 19e siècle
et la première moitié du XXe siècle a été marquée par une succession de processus de pathologie et de guérison et de la démocratie et de développement. L'avènement de l'ère néolibérale des années 70 du XXe siècle a marqué le début d'un nouveau cycle de crise irrigué, alimenté par le passage du néolibéralisme à l'ultralibéralisme, du capitalisme au supercapitalisme, qui relègue la chose politique, publique, démocratique au second plan des préoccupations et des États et des gouvernements, qui sont amenés principalement à satisfaire les désirs diaboliques, fantasmatiques, illimités du monde de la finance, du marché, qui mettent en exergue tout un système de dressage de longue haleine. Et pour réduire les peuples à de simples machines de consommation, de vote, à des producteurs de rêves erronés, de fantasmes, à des spectateurs complices, membres de la société du spectacle, dont les scènes sont mises, produites, réalisées par les acteurs de l'ultralibéralisme, du supercapitalisme, et pour assujettir l'esprit critique de la masse. Cette masse est d'ores et déjà mise à l'esclavage de l'intelligence artificielle. Et pour assujettir les peuples par la dette, d'emblée, le monde de la finance, du marché, prime sur le reste, donnant aux nouvelles oligarchies financières tous les pouvoirs, tous les accès, tous les moyens, toutes les possibilités qui leur facilitent les tâches de rafler toutes les mises et les grandes mains des devises. Cette oligarchie n'a pas hésité une seule seconde pour ébranler, étouffer, écraser les États, les gouvernements, les peuples par la dette publique, tant intérieure qu'extérieure, par la dette privée et personnelle. Par conséquent, les démocraties, les développements plongent dans une spirale infernale de malaise, de carence, perdent les repères, les références et se trouvent complètement déboussolés, soumis au désir diabolique fantasmatique du capitalisme prédateur et ceux de la nouvelle alliance sacrée entre les mondes de la finance, de la politique, des médias qui cherchent inlassablement à mettre à genoux les peuples, à affaiblir les démocraties, les développements, à les ridiculiser en faisant recours à des pratiques mieux autoritaires, mafieuses, qui touchent au fond les mythes fondateurs et du récit libéral, et du récit démocratique, et du récit développemental, à favoriser l'émergence des notions comme la race, la nation, la secte, la caste, l'ethnie, à booster les montées des autoritarismes, des populismes politiques et religieux par les urnes au nom de la démocratie libérale. L'histoire est là pour nous rappeler les désastres, les malheurs, les souffrances qu'a connues l'humanité au nom même de ces notions, de ces pratiques politiciennes. Après avoir mis le doigt sur les désirs diaboliques, fantasmatiques du monde de la finance et de marché, examinons de près ceux du monde des algorithmes pour que le tableau soit complet. Ce monde exerce et exercera de grandes emprises sur les intelligences, les esprits, les consciences des êtres humains en influençant leurs idées, leurs opinions, en confisquant leur pouvoir, leur volonté, en les manipulant, en leur imposant les goûts vestimentaires, gastronomiques, festifs, en les remplaçant par une nouvelle espèce qui pourra être formée grâce aux combinaisons possibles entre les circuits biologiques et les circuits électroniques, et dans le cas échéant, en stimulant l'avènement de l'ère de l'homme augmenté dans une vision plus large, appartenant à un courant philosophique
qui prône la divinisation de l'être humain, ses capacités, ses compétences. Bref, les peuples du monde sont affaire à un nouveau acteur qui prend la posture de dictateur virtuel. Par conséquent, la démocratie se trouve violentée, aliénée, exploitée à des fins insensées. Le diable n'est pas loin. Et d'une manière systématique, le développement se heurte à de véritables dilemmes qui mettent ces paradigmes en doute, en cause, à l'épreuve. Explicitement, les peuples du monde se convertissent, se transforment par métaphore en Don Quichotiens qui courent derrière des quêtes stupides, bizarres, banales, erronées. Faudrait-il rappeler que les finalités de la démocratie, du développement, se centrent globalement sur le bien-être, le bonheur des populations, des communautés, des sociétés, des groupes sociaux, ethniques? Ces finalités subissent de nos jours les coups durs et brutaux qui leur sont infligés en l'occurrence par les mutations, les changements, les transformations, les bouleversements, les variations majeures qui touchent les formes, les modes d'organisation sociales et sociétales des sociétés du XXIe siècle, qui bousculent plusieurs évidences et tendances, qui bouleversent toutes les donnes, touchant à toutes les structures, à toutes les institutions, liées à toutes les sphères politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses, spirituelles, identitaires, environnementales, sous l'impulsion des exploits rapides et sans précédent des sciences, des technologies qui stimulent la naissance de la techno-religion énoncée par l'historien Yuval Noah Harari. Faudrait-il des changements d'attitude majeurs? Faudrait-il de nouvelles conceptions, perceptions, visions, méthodes, approches, de nouveaux paradigmes démocratiques, développementaux, des mécanismes, des outils, des moyens, des objectifs adéquats, fiables et humbles pour tracer une autre voie susceptible d'ouvrir des horizons assez larges aux Homo sapiens afin de consolider les démocraties, de soutenir les développements qui forment les conditions irréversibles, incontournables, préalables à leur existence, à leur centre-vivre. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous promis de continuer dans la deuxième partie de mon propos à creuser avec plus de profondeur dans les arcanes, les rouillages, les itinéraires des processus démocratiques et développementaux et à apporter des éléments de réponse, des idées qui conduisent à tracer une autre voie pour concevoir autrement, pour réinventer et la démocratie et le développement.